Bonjour, nous allons aujourd'hui commencer le chapitre 7 sur les récepteurs sensoriels. Donc, les récepteurs sensoriels, c'est nos outils, dans le fond, qui perçoivent notre environnement et qui envoient des influx nerveux à notre cerveau pour le renseigner là, sur ce qu'on peut voir, sentir, entendre, ainsi de suite. Et puis, par la suite, le cerveau là, peut faire du sens avec les messages qu'il reçoit et prendre des décisions en conséquence de ce qui se passe dans l'environnement. Donc, on voit 5 récepteurs sensoriels. On va commencer aujourd'hui avec l'œil, donc qui est l'organe responsable du sens de la vue. L'oreille va être par la suite donc responsable du sens de l'ouïe. Ensuite, la peau qui est responsable du sens du toucher. On va voir aussi que ces deux organes-là ont aussi des fonctions non sensorielles. On va en reparler quand ça va être le moment, quand on va parler de ces sens-là. Et la langue et le nez, on les voit ensemble. Donc le nez qui est responsable du sens de l'odorat et la langue est responsable du sens du goût, mais elle a besoin aussi du nez. Donc il faut savoir que le goût, c'est des saveurs détectées par la langue, mais combinées avec des arômes qui, elles, sont détectés par le nez. Donc, commençons par l'œil. Donc, on va commencer en voyant l'anatomie de l'œil. Donc, vous voyez notre code avec un petit cœur. Donc, on vous demande d'apprendre par cœur les différentes parties de l'œil. Donc, on va commencer en voyant la périphérie de l'œil, c'est-à-dire le tour de l'œil qui est constitué là, de 3 membranes. Donc, les membranes, on va les écrire au fur et à mesure ici dans le tableau. Donc, on va ajouter ici que les membranes se situent autour de l'œil, à la périphérie. Donc, les structures, comme j'ai dit tantôt, il faut les savoir par cœur et il faut être capable de leur associer la bonne fonction. Donc, si je vous demande quelle partie donne sa forme à l'œil, eh bien, il faut être capable de la nommer. Donc, justement, notre première structure qui donne la forme à l'œil et la protège, c'est ce qu'on appelle ici au numéro 6, la sclérotique. Donc, la sclérotique est ici et ici, jusqu'en avant. Donc, la partie ici en avant, elle est transparente. C'est ce qu'on appelle la cornée. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là, cornée, qui est la partie et le prolongement transparent de la sclérotique. Donc, c'est important d'ajouter ces éléments-là. Le reste de la sclérotique ici est de couleur blanche. Donc, c'est ce qu'on voit quand les paupières sont ouvertes. On voit, oui, la couleur de l'œil, mais on voit le blanc à côté. C'est une partie de la sclérotique qu'on peut voir. Donc, notre première membrane, la sclérotique, elle a 2 fonctions. Elle protège l'œil parce qu'elle est quand même assez épaisse et rigide. Et aussi, elle lui donne sa forme. En plus de ça, on a dit que c'est le blanc de l'œil. Donc, si on regarde un œil de face au lieu de couper en deux comme sur le dessin, la sclérotique, dans le fond, elle est ici, c'est la partie blanche. Et ici, par-dessus la couleur de l'œil, c'est la cornée qu'on ne voit pas parce qu'elle est transparente, elle laisse passer la lumière. Il y a aussi d'autres structures autour de l'œil. Il y a la paupière, ici, supérieure et inférieure, puis les glandes lacrymales. Donc, les glandes lacrymales produisent les larmes, oui, quand on pleure, mais aussi tout le temps, à longueur de journée, puis les paupières vont aller étendre ces larmes-là sur l'œil pour le garder humide. Les cils, ici, eux, ils ont pour fonction là, d'empêcher la poussière de rentrer dans l'œil. Vous voyez ici le terme sclère. C'est un terme qu'on va parfois utiliser là, à la place de dire sclérotique. Donc, c'est la même chose, ces 2 éléments-là. Donc, pour la première membrane de l'œil, ça fait le tour. Donc, la deuxième membrane, qui est située ici, juste en dessous de la sclérotique, donc elle est très mince, cette membrane-là, c'est la choroïde.
donc choroïde avec un I tréma ici. Donc c'est une membrane assez mince qui, elle aussi, se poursuit sur le devant de l'œil. Donc elle va former un anneau, donc on ne voit pas bien ici à cause que l'œil est coupé en deux. On le voit mieux de face. Mais cet anneau-là ici, dans le fond, c'est ce qu'on appelle l'iris. Donc c'est le prolongement coloré de la choroïde. C'est ce qui donne sa couleur à l'œil. Donc si vous avez les yeux bleus, ben votre iris est de couleur bleue. Vous voyez ici que dans le milieu de l'iris, il y a une ouverture, donc un trou finalement. Ben, ce trou-là, c'est la pupille. Donc il faut savoir que la pupille, c'est pas une partie en soi, c'est tout simplement une ouverture. Donc c'est comme un cadre. Puis à l'intérieur, ben ici, ça permet à la lumière de passer. Donc la choroïde, son rôle, oui, elle va donner la couleur à l'œil, mais elle va aussi alimenter l'œil. Donc l'œil, ben, comme tout le reste de votre corps, est fait de cellules. Puis ces cellules-là, ben, elles ont besoin pas de sels minéraux, ben oui, des sels minéraux, comme par exemple la vitamine A, mais elles ont besoin finalement de tous les nutriments et d'oxygène. Donc c'est les vaisseaux sanguins là, qui vont apporter ces éléments-là aux cellules de l'œil. Donc si on poursuit en parlant de la choroïde et de la pupille, ben on voit ici de face, donc on a encore une fois la sclérotique, on a ici l'iris de couleur qui est le prolongement de la choroïde, et on a l'ouverture ici au centre. Donc, il faut voir ça un peu comme un beigne ou comme une pastille. Donc, l'existence du trou est là parce qu'il y a quelque chose autour. Là. Donc, c'est pas une partie en soi, c'est vraiment juste une ouverture. Donc, chez l'humain, on sait que les pupilles sont rondes, puis elles ont un rôle important à jouer. Donc, la pupille, elle va changer de forme selon la luminosité. En fait, elle va surtout changer de grosseur. Donc, par exemple, lorsqu'il fait plutôt clair, ben, la pupille est plus petite. Donc, il faut savoir que l'iris, ici, c'est un peu comme un muscle involontaire, c'est-à-dire qu'en présence de beaucoup de lumière, l'iris va se refermer, va se contracter et la pupille va être plus petite pour laisser entrer moins de lumière et pas endommager l'œil. Quand il fait plus sombre, ben là, l'iris va se relâcher et la pupille va être plus grande, donc le trou qui laisse passer la lumière est plus grand. Ça permet une meilleure vision de nuit. Donc chez les animaux aussi, on voit cette adaptation-là. Donc par exemple, pour un chat, la pupille est très dilatée la nuit. Et le jour, non seulement la pupille rapetisse, mais en plus elle change de forme. Donc elle devient plutôt ovale comme ça ici. Donc, ça permet au chat d'avoir une bonne vision dans le sens inverse de l'ouverture et ça lui permet là, de bien juger les distances là, lorsqu'il va chasser. Il y a d'autres particularités des pupilles donc, qui sont intéressantes à voir là, à travers le règne animal. Donc, il y a différentes adaptations des yeux. Donc, par exemple, ici, la chèvre et le cheval. Mais la plupart des animaux comme ça vont avoir des pupilles plutôt rectangulaires. Donc ça permet une plus grande entrée de lumière là, vers l'arrière. Donc ils ont un plus grand champ visuel. Donc il faut se rendre compte que ces animaux-là, ben généralement ce sont des proies. Donc c'est pratique d'avoir un grand angle de vision pour voir s'il n'y a pas un prédateur là, qui s'apprête à nous attaquer. Donc c'est pour ça la forme rectangulaire des pupilles. On a chez les poissons. Les poissons ont des pupilles aussi. Par contre, les pupilles ne vont pas changer de grandeur avec la luminosité. Donc, il faut savoir que généralement, dans l'eau, là, il y a assez peu de lumière. Donc, la pupille ne va pas changer de grandeur. On a d'autres exemples ici. Par exemple, le crocodile ici. Donc, les reptiles ont souvent une pupille plutôt verticale et de forme ovale. Et encore plus bizarre, certains animaux, comme le gecko ici, ont des pupilles là, un peu irrégulières, donc plutôt longues, mais avec des ouvertures plus larges là, quand il fait soleil. Donc, oui, chez l'humain, les pupilles sont rondes, mais c'est pas le cas de toutes les pupilles et toutes les formes d'yeux ne sont pas identiques.
Il nous reste à parler de la troisième et dernière membrane que vous connaissez probablement, qui s'appelle la rétine. Donc la rétine ici est la couche interne. Donc c'est celle-là qui va transformer la lumière en influx nerveux. Donc il faut savoir, se rappeler que le cerveau comprend seulement les influx nerveux. Donc quand même que je prendrai une lampe de poche et que j'éclairerai l'aire visuelle de mon cerveau, ça va pas fonctionner. Donc il faut que la lumière soit transformée en influx nerveux et elle va voyager par le nerf optique jusqu'au cerveau. Il y a deux zones additionnelles là, sur la rétine. Donc celle-là ici qu'on appelle la tache jaune. Donc la tache jaune, c'est un endroit sur la rétine où il y a vraiment beaucoup de cellules détectrices de couleur. Donc ces cellules-là, ils sont concentrées ici. Donc quand on regarde un objet de face, l'image nette là, se forme au centre du champ visuel. Donc tout ce qui est autour va apparaître un peu plus flou et va avoir des moins belles couleurs. On a finalement ici la tache aveugle. Donc la tache aveugle, c'est un endroit sur la rétine où il n'y a pas du tout de cellules détectrices d'images. Donc il n'y a pas d'image qui se forme ici. Là vous allez dire, ben madame, moi je vois tout mon champ visuel, il n'y a pas de trou. C'est vrai, c'est parce que vous avez deux yeux, puis il y en a un qui compense pour la tache aveugle de l'autre. Et il faut aussi savoir que le cerveau fait un travail de composition, c'est-à-dire que l'information qu'il reçoit, il va faire du sens avec. Et il va la compléter s'il y a des petits bouts qui manquent. Je vous invite à aller voir là, les deux vidéos qui suivent celles sur l'anatomie de l'œil pour mieux comprendre là, comment fonctionne la tache jaune et la tache aveugle. Là, vous allez même pouvoir identifier elle est où votre tache aveugle là, dans votre champ visuel. Donc, dernière membrane, je le rappelle, c'est la rétine, donc qui a pour fonction là, de transformer la lumière en influx nerveux. Donc, comment la rétine fait ça, transformer la lumière en influx nerveux? Bien, dans le fond, la lumière, elle rentre dans l'œil, donc elle va traverser ici les milieux transparents et elle va arriver sur la rétine. Donc, on a pris une partie de la rétine et on l'a agrandie. Donc, la lumière arrive sur la rétine et vient stimuler les récepteurs ici des cellules. Donc, ça ici, on a deux types de cellules. On a les bâtonnets, on les appelle comme ça à cause de la forme du récepteur. Et on a les cônes, ici, en forme de cône. Donc, les cônes vont détecter les couleurs. Il faut savoir qu'on a trois types de cônes. Et les bâtonnets vont plutôt détecter là, le gris, les intensités de gris, et ils vont nous servir à la vision nocturne. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière vient exciter ces terminaisons nerveuses-là. On voit ici le corps cellulaire, donc ça déclenche un influx nerveux. Et on voit ici toutes les axones de ces cellules nerveuses-là sont regroupées et forment le nerf optique ici. Et l'information s'en va vers le cerveau. Donc, c'est ce qui fait le tour pour nos trois membranes qui composent la périphérie de l'œil. Dans la prochaine vidéo, on va voir plus précisément les milieux transparents de l'œil.